Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio. Merci d'être là, ça fait plaisir. Salut à tout le monde dans les commentaires. Bien écoutez, qu'est-ce qu'on nous dit dans les commentaires tout de suite? Bonsoir à tous, et quel cata ce Milan AC. Junior Messias, comment peut-il jouer au foot? Il est nul. C'est pas faux. Et Forza Juve qui nous dit en tout cas la commu de Juventini était pour le Milan AC. Bah écoute, c'est gentil. Oui, c'est sûr que je pense que entre la peste et le choléra, la communauté Juventini préfère le Milan que l'Inter, c'est clair. Bonsoir Cotonujo. On se retrouve encore pour 30 minutes de foot. Exceptionnellement, j'ai dérogé à ma règle d'être toujours dans comment dirais-je, d'avoir une tenue vestimentaire neutre pour parler de foot. Aujourd'hui, j'ai mis le maillot du Milan. Pourquoi? Parce que si on les soutient pas dans ces soirs, dans ces heures-là, et ça sert à rien d'être fan. Donc voilà, quand Milan perd, c'est là où certainement je pense qu'il faut les supporter le plus. Quand ton club perd, c'est là où il faut le supporter le plus. Donc voilà pourquoi j'ai porté un maillot du Milan ce soir. Mais bon, ce sera pas une habitude, c'est vraiment exceptionnel. Ce soir, tous ensemble, on va débriefer tout simplement les demi-finales aller qui se sont déroulées mardi et mercredi. 2 très très belles soirées. Pour le football, en tous les cas, pas pour moi, mais 2 très très belles soirées pour le football. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout simplement par Real Madrid, Manchester City pour commencer. C'était mardi soir, c'était le match des étoiles. On avait dit, on en avait parlé mardi. Mardi, c'est le match des étoiles. Mercredi, c'est le match de la passion. Ça a pas, effectivement, c'était en tous les cas un très très beau match mardi soir. Alors plus exactement une très belle première mi-temps, j'ai trouvé. Et puis ensuite la deuxième mi-temps, tout le monde s'est un petit peu regardé. donc voilà. Mais il y a quelque chose quand même que j'ai noté dans ce match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le Real, j'ai bien l'impression, a marqué au fer rouge Manchester City. Parce que je pense que Manchester City est arrivé un petit peu arrogant, en tous les cas avec l'arrogance des équipes de Guardiola, c'est-à-dire nous on est là pour apprendre à jouer au football à l'univers entier. Ils sont arrivés en disant nous on va les dominer, on va leur marcher dessus, etc. Le Real s'est laissé dominer comme ils savent très 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 bien le faire en Ligue des Champions, on le sait, l'année dernière ils ont fait ça toute la campagne. Ils se sont laissés dominer sans concéder des occasions trop franches. Il y a eu des situations, on va dire, mais il n'y a pas eu d'occasion vraiment ultra franche de la part de Manchester City. Et puis, sur un contre, ils ont piqué directement, bam, une superbe frappe de Vinicius Junior. Et à partir de ce moment-là, Manchester City s'est un peu désintégré, déstructuré. Ils ont été très très surpris. Et je pense que les cauchemars de l'année dernière, de la demi-finale, ou c'était le quart, je crois que c'était la demi, sont ressortis et en fait ils ont commencé à se dire mais c'est pas possible, ça va recommencer en fait. On a l'impression qu'on est les plus forts, on a l'impression qu'on les domine et dès qu'ils ont un contre, ils nous contrent. Donc je pense que ça les a fait réfléchir. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, finalement, à un moment donné, il y a eu toute une partie du match où le Real avait presque 70% de possession de balle. Donc c'était assez impressionnant. 70% de possession de balle contre Manchester City. Je ne connais pas d'équipe au monde qui sont capables de faire ça. Très honnêtement, moi j'ai été très très impressionné. Alors l'ironie du sort, c'est que c'est pendant cette période d'ultra-domination du Real que Manchester City a marqué. Mais il faut savoir que, je ne sais pas si vous pensez, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires si vous avez envie de le dire, mais je ne sais pas ce que vous pensez du but de De Bruyne, mais le but de De Bruyne est un but parce que c'est De Bruyne.
85% des cas, la balle elle part dans les étoiles dans cette position. La position de son corps n'est pas bonne. Enfin, en tous les cas, à la base, avant de frapper la balle, mais comme c'est De Bruyne, à la fin, elle est bonne. Il fait aucun contrôle. La balle arrive, elle est quand même pratiquement à 25-26 mètres, je pense. Il arrive à la maintenir à 40-50 cm du sol avec une violence incroyable, du coup de pied. Elle est rectiligne, enfin ultra bien placée. C'est vraiment parce que c'est Kevin De Bruyne qu'il y a but. Donc c'est un but d'individualité en fait. C'est pas un but de domination ou un but ultra construit, etc. C'est vraiment un but parce que ce joueur est incroyable et que il arrive comme ça, détendu. Vous le voyez quand il frappe, on a l'impression qu'il monte dans le bus et il met une frappe incroyable, vraiment incroyable. Techniquement, c'est super dur à faire. Donc voilà, et je pense sincèrement que, ok, il y a eu ce but de Kevin De Bruyne, mais Manchester City s'attendait pas à ce match-là. J'en suis convaincu, je vous dis depuis plusieurs semaines que Manchester City est traumatisé par la Ligue des Champions, tout autant que l'effectif du Paris Saint-Germain, en particulier par le Real. Ce Real est inquiétant, dès qu'il marque un but, ça perturbe toutes les équipes, et c'est vrai que je pense que le match retour, alors peut-être que City va dominer, mais en fait City va pas pouvoir se livrer comme il le fait d'habitude, parce que ils sont très très inquiets de jouer contre le Real, et ils savent que même s'ils les dominent pendant 40-50 minutes, ils sont capables de marquer un but n'importe quand, voire deux, voire trois, et tout d'un coup de prendre le match à leur compte et de les dominer en fait. Et ça, je pense que ça a instigé vraiment le doute dans la tête de Manchester City. On verra bien, mais j'ai bien l'impression que ce match aller, même si finalement c'est que un partout à la fin, a fait en sorte que le Real a pris une option psychologique sur la rencontre en fait. Donc voilà. Je fais un petit tour dans les commentaires parce que ça écrit pas mal. Rudiger a muselé Haaland, c'était fou. Effectivement, il l'a collé et il lui a offert un défi physique que peu de défenseurs lui offrent, même en première ligue. Il est très très dynamique, Rudiger. Il est très costaud, il est très rugueux. Donc voilà. Et puis comme Haaland l'est aussi, et ben ça donne le choc des titans. Mais honnêtement, c'était un match qui était plutôt, enfin en tous les cas, un match-up qui était plutôt pas, comment dirais-je, il n'a pas été sale. Rudiger, on sait comment il est, hein, il hésite pas à déboîter tout ce qui bouge. Mais franchement, là, ça a été un vrai duel de costaud, mais sans aucun problème de vilaine faute ou quoi. Qui d'autre que KDB pouvait marquer contre Courtois? Pour ceux qui ont la ref, il s'est vengé. Oui, bah oui, parce que Courtois est parti avec sa femme. Hein. Donc, effectivement, je pense que ça lui a bien fait plaisir de lui marquer un but en demi-finale de Ligue des Champions, c'est sûr. Et zéro changement pour une demi-finale de Ligue des Champions. Une première, à mon avis, Guardiola, il n'aime pas Foden et Mahrez. Oui, alors il a expliqué un petit peu. Pep Guardiola, moi aussi je suis d'accord, quand tu as le banc qu'à Manchester City et que tu joues contre le Real, tu dois faire des changements pour essayer de casser le game. Guardiola, on le sait, hein, dès qu'il arrive dans ces matchs un peu à très très haut, comment dirais-je, à fort en jeu, pardon, je vais y arriver, à fort en jeu, souvent il fait des dingueries. Bah là, il en a fait une, il a pas fait de remplacement. Il a expliqué pourquoi, il a tenté d'expliquer, moi je suis pas convaincu, mais il a expliqué pourquoi. Il dit en gros, le 11 que j'avais mis, c'est un 11 qui conservait très très bien la balle. Les joueurs que j'avais en remplacement, c'est des joueurs de transition, de contre, de transition rapide. Il dit, on est meilleur, pas bien meilleur, mais on est meilleur que le Real dans la conservation, mais on est moins bon que le Real dans la transition. Et il dit, si j'avais essayé de transformer mon équipe pour la rendre plus agressive, je pense qu'on se serait fait contrer parce que le Real est bien meilleur que nous. Donc, voilà, en gros, il dit, bah en fait, sur le banc, j'ai que des gens qui peuvent amener de la transition. C'est vrai que tu parles de Mahrez et de Phil Foden. Mahrez et Phil Foden, c'est clair que leur type de jeu, c'est pas forcément la conservation, ça va être la provocation, les appels dans la profondeur, etc., etc. Beaucoup plus de verticalité. Et il dit qu'en faisant ça, ils se seraient peut-être découverts et qu'ils auraient pu s'exposer à des contres que le Real maîtrise très bien. Bah écoute, on verra bien s'il avait raison ou pas. Donc voilà, Crécor Ledroudieu aussi qui est dans les commentaires. Salut Crécor Ledroudieu. Au final, les phases de domination n'apportent rien dans ce genre de match. C'est les individualités lors des transitions qui font la différence.
Ah oui, Alvarez, j'ai oublié aussi, dit Forza Juve. Alors, je vais répondre à Cricor Le Droudieu sur la possession et la domination. On est dans une phase où on sort d'une phase en 2010 où la possession, donc les années 2010, la possession représentait tout, hein, inspiré par le Barça de Guardiola, mais aussi le Bayern de Guardiola, et puis ensuite Manchester City. Même le Bayern, après le passage de Guardiola, s'était transformé et avait gagné des titres et dont la Ligue des Champions avec la possession. Donc c'était vraiment le tout possession. Et depuis les années 2020, on voit que finalement, les équipes qui dominent, très souvent perdent les matchs. C'est de plus en plus fréquent. Hein. Vous regarderez, d'ailleurs, l'équipe de France, par exemple, hein, même au niveau national et international, est vraiment symptomatique de ça. En 2018, il y a des équipes qui sont très très fortes, etc. Ou même en 2021, l'Italie qui gagne l'Euro 2021, c'est une équipe de transition. C'est pas une équipe de possession. Elle se laisse gentiment dominer par l'Espagne, par l'Angleterre, etc. sans aucun problème. Mais en revanche, quand elle a un contre, quand elle a une transition, elle pique instantanément. Donc, de plus en plus, et si on regarde le match de Real Madrid-Manchester City, finalement, les phases de possession de Manchester City, c'est là où ils prennent le but, et la phase de possession du Real, c'est là où ils prennent le but. Et d'ailleurs, ça se voit parce que finalement, les grosses équipes, les très grosses équipes, celles qui réussissent, on va dire, je prends le championnat d'Italie parce que je le connais, mais le Milan, par exemple, ou la Roma, détestent avoir la balle. Donc contre les petites équipes, ils galèrent. En revanche, contre les grosses équipes type Napoli, Lazio, etc., en fait, ils excellent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'équipe d'en face, c'est une équipe qui a la balle. Et ces équipes-là adorent. Elles savent se faire dominer et être très très performantes en contre. En revanche, quand elles doivent faire le jeu, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc c'est un peu, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On va y passer après, mais c'est ce qui s'est passé dans AC Milan, FC Internazionale, comme je l'ai appelé. Donc voilà, donc c'est de plus en plus récurrent, vous verrez. Manchester City s'est très très souvent fait contrer par Liverpool en championnat d'Angleterre. Comme ça, Liverpool se faisait dominer, mais en revanche, c'était une équipe électrique en contre. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu encore. Et le Real, je pense, effectivement, ça en revanche, je suis tout à fait d'accord avec Guardiola, le Real est bien meilleur que Manchester City dans ces phases-là. Donc je pense, moi, que Man City va pas vouloir se livrer parce qu'ils ont peur du Real. En même temps, ils savent pas vraiment faire autrement. Donc je pense qu'ils sont pas dans une super situation. Après, bon, avec City, tout est possible. Hein. Ils peuvent mener 3-0 au bout de 20 minutes. Hein. Donc on sait jamais. Forza Juve, marre d'entendre, ils ont eu la possession, ils auraient dû gagner. Je me souviens de Chelsea qui gagnait tout, on n'avait jamais le ballon. La Grèce a gagné 1 euro en n'ayant jamais la possession du ballon. Ce week-end, surtout, le Real pourra faire tourner, pas City. Oui, effectivement. C'est vrai que City court encore après le titre. Le Real pourra effectivement faire tourner, donc on verra bien. Le truc aussi, c'est que, t'as tout à fait raison hein, sur la possession encore maintenant, et en fait, dans le football, et en fait, surtout dans le football mainstream, c'est-à-dire les commentateurs sur Canal+, ou je sais pas, là en l'occurrence, je parle des chaînes françaises, mais Canal+, TF1, tout ça, quand ils ont un poncif sur le football, ils l'utilisent pendant 1964 ans d'affilée. Hein. C'est-à-dire que l'Italie, ils pensent encore que l'équipe d'Italie ou les clubs italiens, c'est des clubs qui jouent bien la défense. Bon. Je veux dire, si vous avez regardé le match d'hier, si vous me dites que c'est un match défensif, moi, je sais pas quoi vous dire en fait. Bah si, je vous conseille d'aller voir un ophtalmologue. Ça oui, effectivement. Si vous regardez le Napoli qui a été champion et le Milan qui a été champion l'année dernière, je vous demande aussi d'aller voir très très rapidement un ophtalmologue, mais peut-être aussi un psychiatre. Donc c'est ça en fait le truc. Et ça continue encore. J'entends encore de temps en temps dans des commentaires de matchs où même à la radio, hein, oui mais bon, c'est une équipe italienne, s'ils te mettent 1-0, après c'est fini, ils défendent leur but. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Et ben c'est exactement pareil avec la possession. La possession, maintenant, ça fait donc effectivement dans les années 2010 jusqu'à 2018, effectivement, avoir la balle, c'était signe que tu avais quand même de grandes chances de gagner. Et maintenant,
plus du tout, mais tu as encore des gens 5-6 ans après que le football ait changé, hein, comme dirait un certain Kylian Mbappé, et qui continuent à dire des bêtises, on va dire, des âneries pour que je reste poli, comme ça, et c'est vraiment pénible. Après, effectivement, même sur Football Manager, vous n'avez pas eu de bon XG, mais tu gagnes 4-1. Ouais, effectivement. Et le Maroc demi en subissant tous les matchs. Oui, oui, non, mais alors on peut les citer de plus en plus, hein. Le foot a réellement changé. La possession est signe de limite de faiblesse, en fait, maintenant. Donc, à moins que tu sois vraiment contre une microscopique équipe, en fait. C'est-à-dire, si tu joues le 18e de ton championnat, oui, potentiellement, tu auras la possession et ça veut pas dire que tu vas perdre, c'est clair. En revanche, quand les grosses équipes s'affrontent, très souvent, quand tu as la possession, t'es mort. Vous regarderez. En revanche, les expected goals sont des statistiques, effectivement, qui sont plus intéressantes. Franchement, je pense que les expected goals sont des statistiques plus intéressantes. Le nombre de kilomètres courus par bloc, enfin par équipe, etc. Les courses à haute intensité sont des statistiques qui sont intéressantes à l'heure actuelle, dans le football de maintenant. D'accord. Encore une fois, peut-être que dans 5 ans, je vous dirais expected goal, ça veut plus rien dire parce que, je sais pas, il y aura peut-être le Steph Curry du football qui sera arrivé et que donc, même avec une demi-occasion, il marque 3 buts en permanence. C'est possible. Steph Curry a changé la NBA. Maintenant, vous voyez que les matchs se jouent sur les 3 points. Au début, on pensait que c'était pas possible, que la ligne des 3 points était trop lointaine. Maintenant, quand vous voyez les stats, les pourcentages de shoot à 3 points, vous voyez bien que ça a changé. Peut-être que d'ici 5 ans, il y aura des joueurs qui auront développé des capacités à tirer de loin qui seront incroyables et donc les expected goals ne seront plus pertinents. C'est possible, hein, allez savoir. Donc voilà. Mais en tous les cas, en ce moment, expected goal, nombre de kilomètres courus par bloc et course à haute intensité, nombre de courses à haute intensité, c'est ça qui fait le foot à l'heure actuelle. Faut pas oublier. Et c'est pour ça que, par exemple, une équipe comme le Paris Saint-Germain, ça fonctionne pas. Parce que ça court pas, ça fait pas de course à haute intensité, ou si, mais que dans un sens, pas jamais dans l'autre. Et voilà, donc ça peut pas marcher, en fait. Je continue avec les commentaires. C'est le Barça et leur tiki-taka qui a fait penser que dès que tu as la possession, tu gagnes. Ouais, tout à fait, mais c'est une stat de 1937 là maintenant. De toute façon, une équipe italienne passera les demi et ça c'est bien. Absolument, Cotonou, je suis tout à fait d'accord avec toi. Crécor Le Droudieu, hier Vinicius et De Bruyne, ils ont mis à mal l'XG. Oui, c'est vrai. Oui, non mais c'est vrai, mais je veux dire, voilà, c'est exactement ça, parce que les deux buts finalement sont à peu près du même endroit à l'extérieur de la surface de réparation, hein. Et effectivement, quand tu vois les défenseurs qui sont devant, la position qu'ils ont, etc., en théorie, c'est très compliqué de marquer un but, et pourtant ils le font. Donc voilà. Après, c'est vrai que voilà. Bon, c'est pour ça. Mais c'est une combinaison de toutes ces stats qui peuvent être intéressantes. Donc voilà. Pareil, les frappes cadrées, ça veut rien dire, hein. Une passe au gardien, c'est une frappe cadrée. Une frappe énorme qui passe à 2 cm du poteau, bah, c'est une frappe non cadrée. Donc les frappes cadrées, quand on me parle de frappes cadrées, j'ai envie de... Vous voyez, ou le nombre de tirs. Le nombre de tirs et les frappes cadrées, ça ne sert à rien. Mais rien du tout. Si vous arrosez la tribune derrière vous de tirs, c'est bien, mais un tir qui part au poteau de corner, c'est un tir. Et encore une fois, ce que je vous dis, une passe au gardien parce que vous avez raté votre frappe, c'est une frappe cadrée, donc c'est n'importe quoi en fait. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de lire les stats, et quand on voit les rapports des matchs à la fin des matchs, là je dévie complètement, mais je trouve que c'est intéressant, les rapports des matchs à la fin des matchs, les stats qu'ils nous donnent, en fait, c'est des stats qui sont complètement périmés, en fait. Mais vraiment, hein, c'est hallucinant et c'est dommage, quoi, que ça avance pas, parce qu'on a des stats pertinentes qui arrivent, en fait. Donc voilà, c'est pareil, il y a une stat sur les buts potentiels en fonction de la position du gardien au moment de la frappe, qui sont très pertinentes. C'est-à-dire que tu as des gardiens, effectivement, on dit ils ont fait 50 arrêts. Bon, ils ont fait 50 arrêts, mais ça dépend de la frappe. Mais en revanche, cette stat-là calcule le pourcentage de chance d'arrêt d'un but par un gardien de but. Et en l'occurrence, celle-là te donne vraiment le niveau
décisif d'un goal ou pas, en fait, plutôt que le nombre d'arrêts, parce que bon, le nombre d'arrêts, si tu as une super défense, tu vas pas en faire, et puis si tu fais énormément d'arrêts, ça veut dire que tu as été dominé. Bon, alors, je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà. Bref, ça c'était un petit peu ma partie sur les stats. Désolé, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que c'est cool, Buonasera Calcio, c'est que des fois il y a des digressions comme ça, et c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, donc je pense que le Madrid a commencé à mettre le petit doute dans la tête de Manchester City. Est-ce que ça va réussir à se concrétiser au match retour? Bah, franchement, mercredi prochain, ça va valoir son pesant de cacahuètes le retour Manchester City Real Madrid. Donc voilà, j'espère que tout le monde sera en forme. Enfin, je veux dire, tous les joueurs, j'ai pas envie qu'il y ait des blessés parce que je veux vraiment que on revoie, parce que le match aller, c'est un match un peu d'observation. Match retour, tu peux pas te cacher. T'es obligé d'y aller, quoi. Là, ils sont à un partout, mais ni l'une ni l'autre des équipes, dans leur mentalité, il y a on va aller jusqu'au bout au penalty et puis on verra bien qui va gagner. Probablement que ce sera le Real, parce que bon, Courtois est quand même bien meilleur que Ederson, donc sur sa ligne, je veux dire. Donc voilà. On va passer justement, il y a Forza Juve qui dit le Milan, tu crois à la remontada mardi? Moi oui. Forza Milan. Eh ben écoute, Forza Juve déjà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et écoute, en fait, oui et non. Voilà pourquoi. Bon, déjà, revenons sur le match. Je vais quand même répondre à ta question, oui et non. Pourquoi? Parce que si je prends la qualité du... Bonne nuit au Cotonou Joe. Si je prends la qualité du match du Milan hier et la qualité du match de l'Inter était tellement supérieur au Milan que je me dis c'est impossible. En fait, ils sont beaucoup trop forts, et si je prends l'historique de toute la saison, ils nous ont déglingués tous les matchs. C'est simple, ils nous ont détruits en finale de Supercoupe, ils nous ont détruits lors du dernier derby. Le premier derby, bon, on a eu un petit peu de chance, et là, ils nous ont atomisés hier soir. Donc, je pense que, comme je sais pas, Milan et Naples, par exemple, où je pense que Naples ne sait pas comment faire avec Milan, elle sait faire avec les 19 autres équipes de Serie A, mais avec Milan, elle sait pas comment faire. Même au match aller de championnat, elle avait gagné 1-0, Naples avait gagné 1-0 contre Milan, mais Milan les avait outrageusement dominés. Il y avait eu des histoires bizarres d'arbitrage, et donc c'était déjà pas normal que Naples gagne le match aller. On les avait vraiment dominés, et d'ailleurs on est à peu près, je pense, la seule équipe dans la première partie de saison à les avoir dominés comme ça, et sur les matchs retour, bah, on a vu ce que ça a donné, hein. Sur 3 matchs, on leur met 6-1 et on se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions. Donc le Napoli sait pas comment faire avec Milan, parce que Milan a une stratégie, une espèce de tactique qui marche pas avec le Napoli, et Milan cette année ne sait absolument pas quoi faire du 3-5-2 de l'Inter. Au milieu de terrain, ils se font complètement concassés par les milieux. Il faut dire qu'ils ont un effectif qui est stratosphérique, hein. On va y revenir aussi dans les données du match, mais ils ont un superbe effectif et ils se font concasser complètement. Et c'est vrai qu'en plus, on n'a pas Léao. Alors, dans les commentaires, on me dit Léao, c'est possible qu'il soit là mardi. Oui, c'est possible qu'il soit là mardi. Ils n'ont pas pris de risque là parce qu'ils voulaient justement pas hypothéquer la fin de saison de Léao, et donc en championnat, parce que c'est très très important que Milan termine dans les 4, et en Champions League. Donc effectivement, Léao probablement sera là mardi. Et le problème, c'est Bennacer. J'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui, mais sa blessure hier, elle m'a fait peur, vraiment. Je pense que ça va être très très compliqué qu'il joue. Et Bennacer, probablement que on peut considérer, je pense, depuis le début de saison, le meilleur joueur, je pense, à part Léao, hein, parce que Léao, c'est un furioclasse, lui, il est hors norme, donc on va le mettre de côté. Mais voilà, ouais, Bennacer, saison finie, c'est sûr. J'avais l'impression que c'était un ménisque ou un truc comme ça qui avait pété hier. C'est à ça que ça m'a fait penser. J'espère que c'est pas les croisés, mais je pense que c'est plutôt un ménisque. Donc Bennacer, c'est notre meilleur joueur à part Léao, vraiment. Donc le milieu de terrain, Krunic, Tonali, Brahim Diaz, je sais pas. Je suis pas convaincu. Moi, je mettrais plutôt Tonali, Pobega, et avec Krunic en numéro 10.
Krunic, il est pas génial, mais en numéro 10, il a quand même un petit peu plus de ballons que... Enfin, il a des bonnes passes, et puis il a un gros physique, donc il arrive à faire et compenser en défense, et se projeter. Donc voilà. Bref, ce que je veux dire, c'est que oui, Leao est là, et oui, Milan est irrationnel en Ligue des Champions, et si Milan marque en premier, probablement que le match peut se retourner. C'est possible que Milan en marque un deuxième, et puis alors là, après, tu rentres dans l'irrationnel, et je sais pas ce qui se passera, mais voilà. Je pense. Si on s'en prend un en premier, je pense que c'est terminé. En revanche, là, c'est merci, au revoir, bonne journée. Je pense vraiment qu'on n'y arrivera pas. Et c'est vrai que sans Leao, sans Bennacer, c'est impossible. Donc, soit Leao revient, et peut-être qu'on a une chance. Et Pioli aussi vraiment refait complètement sa tactique. C'est pas forcément est-ce qu'on doit jouer en 4-2-3-1 ou pas contre ce milieu à 5, parce qu'en fait c'est ça, le problème c'est que les trois milieux de terrain hier, par les 5 joueurs du milieu, ils se sont fait écraser complètement en fait, et ça fait à chaque fois c'est la même chose en fait. Donc c'est vrai que il va falloir qu'ils trouvent une autre organisation dans le milieu de terrain. Et peut-être que, je ne sais pas s'il ne faut pas passer en 3-5-2 face à l'Inter, exceptionnellement sur ce match retour. Comme on l'a fait au mois de janvier, février, mars, là, quand ça allait pas du tout. Peut-être que là, en fait, contre eux, c'est peut-être la bonne solution. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, c'est en tous les cas une défense à 3, pas forcément en 3-5-2, hein, peut-être en 3-4-3. Mais je pense que il faut mettre plus de monde au milieu de terrain, c'est pas possible. Donc voilà. La jeunesse de l'Inter a terrassé le Milan hier. Ouais, la jeunesse. Les 2 jeunes buteurs incroyables. Mais ouais, absolument. Mais voilà, c'est clair aussi que tu peux pas rivaliser avec l'Inter. Enfin, quand on regarde le 11 de l'Inter, à un moment donné, il y a Darmian qui sort, il y a De Vrij qui rentre. De Vrij, il est titulaire dans, je sais pas, 15 des 20 meilleures équipes d'Europe en défense centrale, honnêtement, hein, je pense, hein, à mon avis. Il y a Brozovic qui remplace Çalhanoğlu, qui remplace Mkhitaryan. Bon, Brozovic, là, il est même pas titulaire dans 15 des 20 meilleures équipes, il est titulaire dans 20 des 20 meilleures équipes. Et puis, ils font rentrer Lukaku à la place de Dzeko. Enfin, c'est pas des remplaçants en fait qu'ils ont sur le banc l'Inter. C'est des titulaires. C'est des titulaires de la saison dernière par exemple. Donc là en fait ils font jouer d'autres joueurs, mais ils ont des titulaires sur le banc. Donc ça fait une énorme différence. Et voilà. Et c'est clair aussi que je pense que j'en discutais avec quelqu'un aujourd'hui. Toi tu dis Forza Juve, Origi a fait une bonne rentrée. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Et peut-être qu'à gauche, on aurait dû mettre Origi tout de suite et laisser Saelemaekers à droite et Brahim Diaz dans l'axe, je pense. Je pense aussi que quand il y a eu la blessure de Bennacer, j'aurais fait ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire faire monter Krunic, mettre Pobega au milieu pour mettre un peu de muscle, parce qu'on se faisait concasser, et laisser Tonali, Pobega et Krunic au milieu, avec laisser Brahim Diaz sur l'aile, parce que je trouve qu'il est meilleur quand il est sur l'aile droite, bizarrement, que quand il est numéro 10. Pourtant, il est a priori, dans l'esprit, dans son esprit, il est plutôt numéro 10. Donc, voilà, c'est en tous les cas, en face de nous, on a eu quand même une équipe absolument incroyable. Je veux dire, très honnêtement, et je le disais mardi soir, je disais, l'Inter joue bien mieux que nous, ils sont au sommet de leur saison. Donc voilà, honnêtement, en ce moment, ils écrasent tout et tout le monde, et ils ont trouvé la plénitude. Et Lukaku est revenu à 100%. Lautaro, le match de Lautaro hier, mais franchement, c'est fantastique ce qu'il fait Lautaro. Il faut le dire, c'est impressionnant. Donc voilà. Et puis il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est que finalement on avait Real. Ouais, c'est clair, ouais. T'as raison. Forza Juve, depuis leur victoire contre nous, l'Inter, ça joue super bien. Ouais. Depuis qu'ils ont gagné contre la Juve, c'est vrai qu'ils jouent très, 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 très bien. Je sais pas si ça les a libérés de quelque chose, mais et puis, il faut dire aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'intensité de ce match. AC Milan FC International, Milan-Inter, c'était une intensité physique incroyable, mais incroyable. On pensait que finalement le match le plus passionnant, le plus intense, ça allait être Real Madrid-Manchester City. En fait, pas du tout. Je sais pas si vous avez vu les chocs qu'il y a eu dans cette partie, mais c'était incroyable. Et
toujours dans l'esprit, c'est-à-dire jamais un débordement. Oui, il y a eu 2-3 petites poussettes, mais tout à fait professionnel, etc. Tout comme dans les tribunes d'ailleurs. Et ça, je veux dire, quand vous jouez un derby dans la même ville, des deux clubs de la même ville, c'est incroyable qu'il y ait autant de limite, pas de fraternité, parce que très clairement, on se déteste. Mais on se déteste gentiment, en fait. On se déteste gentiment. C'est pas, c'est vraiment, je pense sincèrement que c'est la meilleure ambiance entre des supporters qui se détestent, franchement. Donc voilà, vraiment, je pense que ça va être vraiment top. Et le match retour. Et ce match-là était vraiment top. J'ai adoré l'intensité de ce match, même si vraiment j'ai passé une très mauvaise soirée. Mais voilà, c'était en tous les cas à la hauteur du spectacle que je vois toutes les semaines en championnat d'Italie depuis des années maintenant. Et c'est pour ça qu'on a ces résultats-là. C'est parce que, enfin en Coupe d'Europe, c'est parce qu'en fait le match que vous avez vu hier, ça c'est un truc qui se passe quasi toutes les semaines en Serie A. Et ça, ça n'a pas de prix quand tu arrives en Coupe d'Europe. Donc voilà. Le City Real sera fou, je pense. Mardi, il se craignait trop. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Effectivement, il y avait beaucoup de craintes. Personne ne voulait hypothéquer son truc. On l'a vu, hein. Franchement, les dernières 30 minutes de la deuxième mi-temps, enfin, après le but de De Bruyne, tout le monde est resté. Ils se sont dit, bon, bah, on règle ça mardi prochain, mercredi prochain, ça sert à rien de s'énerver. Donc voilà, tout le monde s'est un petit peu calmé. Voilà, il n'y a plus trop d'occasions, ils se sont contrôlés, etc. Et ils vont régler ça mercredi prochain sur un match à Manchester. Ça va être génial. Après, c'est dommage que ce soit à Manchester, parce que il n'y a pas de public, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un public de spectateurs à l'Etihad, donc oui, ça va crier un peu plus que d'habitude, mais enfin, c'est une ambiance de cathédrale, hein, l'Etihad, hein, c'est dégueulasse, hein, donc voilà, donc c'est un peu dommage qu'un match de cette intensité se passe à Manchester City. Ça aurait été mieux si ça se passait à Bernabeu pour quelqu'un d'extérieur, hein, comme moi, qui ne préfère ni l'un ni l'autre. Enfin, quoique, je préfère quand même le Real, mais voilà, ouais, effectivement. Voilà. Mon rêve, c'est Milan-Real en finale. Si on fait une remontada contre l'Inter pour aller rencontrer le Real, je sais pas ce que je fais, mais là, c'est vraiment un rêve. Pour moi, en tant que supporter, c'est vraiment un rêve. Donc voilà, je sais pas si ça arrivera. Et je trouve que ce serait bien pour le foot aussi. Je trouve sincèrement que ce serait bien pour le football que ces deux maxi super mastodontes du football se rencontrent en finale d'une Ligue des Champions. Je ne sais pas combien d'années après. D'ailleurs, je ne sais même pas si Milan et le Real se sont déjà rencontrés en Ligue de Champions. Ils se sont rencontrés de très nombreuses fois en Champions, mais je crois pas en finale. Ah, quoique si, je crois que Milan perd une finale de Ligue des Champions dans les années 50. C'est possible. Bref. 21 Ligue des Champions à eux deux, les deux meilleurs, dit Forza Juve. Ah oui, effectivement. J'aimerais bien passer à 8. Donc voilà, ça ferait plaisir. Enfin voilà, écoutez, en tous les cas, c'était deux matchs hyper intenses. Ce soir, on a encore des super matchs. Donc je vais vous laisser d'ailleurs aller commencer à les regarder. Hein, la Juve contre le FC Séville, un match vraiment passionnant. AS Roma qui va rencontrer, bref. En tous les cas, voilà. L'AS Roma qui va rencontrer. Pourquoi j'ai un trou? Déjà tout à l'heure, je lui ai dit, ah bah tiens, Rome ce soir il rencontre West Ham, mais pas du tout. Donc AS Roma, Bayer Leverkusen, voilà, je les oublie tout le temps, hein, 100% du temps. Et puis Fiorentina Bâle et West Ham AZ Alkmaar. Je pense que West Ham AZ Alkmaar va être un bon match. On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, ouais, je pense que ça va être sympa. Il va y avoir des bons petits matchs. Écoutez, ça a été un plaisir encore de parler de foot. Ah, une seule finale, 57-58, ouais. Ah bah voilà. Bah donc, effectivement, oui, le Real a gagné celle-là. Ça, c'est sûr, parce que la première Champions League du Milan, c'est 63, donc contre le Benfica. Donc voilà. Bah écoutez, ça a été encore donc un plaisir de passer ces 30 minutes avec vous. Lundi, bah, on débriefera le week-end de championnat qui aura encore été passionnant parce que lutte en Europe à tous les étages, dans quasi tous les championnats, lutte même pour la relégation
et puis lutte pour le titre dans pas mal d'autres championnats. Donc franchement, ça va être super cool. Je vous souhaite une excellente soirée. Vraiment de très très bons matchs. Et puis Crécor le Drodieu nous dit allez balle. Alors allez, on y va, allez balle. Et puis à lundi soir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier. En attendant, merci encore de votre présence et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.